J'espère que tout roule pour vous. Vraiment, j'espère que vous tenez bon. Ces derniers temps, un étrange métronome dicte le quotidien des Algériens, celui de la chute vertigineuse du dinar. Le marché parallèle, unique thermomètre fiable dans ce désert de repères économiques, fait entendre sa propre vérité brutale mais authentique, l'offre, la demande et rien d'autre. Dans cette zone grise instable, échappant à toute structuration, c'est le taux de change qui donne le ton. Une donnée brute sans phare qui traduit la santé financière d'un pays ou son malaise profond. Les chiffres valsent chaque jour 280, 275, parfois 270, puis ça remonte à 280. Aujourd'hui, l'euro s'échange au-dessus des 285 dinars. Mais attention spoiler pour la semaine prochaine, le seuil des 290 sera franchi et c'est déjà le cas dans certaines wilayas. Ah, souvenez-vous, ce n'est pas faute de vous avoir prévenu. Et bien sûr, à l'époque, on nous a regardé comme si on avait perdu la boule. Ça riait, ça doutait, ça levait les yeux au ciel. Pourtant, c'était clair comme de l'eau de roche le 7 novembre dernier, dans une émission de 23 minutes chrono, graphique après graphique, courbe après chiffre, on annonçait ce qui allait inévitablement se produire. Le titre « 1 300 dinars, le crash monétaire qui guette l'Algérie ». Tout était là. Pourquoi le dinar vacille, pourquoi il ne fera que tomber plus bas et pourquoi il n'y a aucune issue si rien ne change. On avait tablé sur une descente aux enfers pour 2026-2027. Mais voilà le hic, la machine semble vouloir prendre de l'avance. Et la réalité est en train de courir plus vite que nos pires prévisions. Alors pourquoi ce chaos monétaire ? Depuis quelques jours, les écrans sont inondés de récits complètement farfelus. Sur les réseaux comme dans les médias, on assiste à une véritable opération d'enfumage. On veut faire avaler aux Algériens que les responsables de la chute du dinar, ce sont ces petits importateurs du système Kaba, régularisés depuis juin 2025, qui auraient commencé à faire leur mini-importation à hauteur de 12 000 par mois. Une fois pas deux, depuis mi-septembre tout au plus. Mais ce n'est pas tout, d'après certains, ce serait la faute aux voitures d'occasion de moins de 3 ans qui arrivent en mer de l'étranger. Ou pire encore, aux haragas, qui rempliraient leurs poches d'euros avant de fuir le pays. Bref, on accuse tout le monde, sauf le vrai coupable, parce qu'en réalité, ce n'est pas l'euro qui monte, c'est le dinar qui dégringole. Et la raison, elle est limpide, la confiance a foutu le camp. Le lien de confiance entre les investisseurs, les entrepreneurs et les citoyens a été brisé. Et avec le système en place incarné par le régime Tebboune, cette fracture ne fait que s'aggraver. Ce n'est pas une crise de devise. C'est une crise de foi, une rupture de pacte économique. Lorsqu'une devise s'effondre, ce n'est jamais un hasard. Il y a 2 chemins qui mènent au gouffre. Le premier est conjoncturel. Il dépend du contexte, de la météo économique, des décisions de court terme, des rentrées en devises, du rythme des exportations ou encore d'un choix politique improvisé. Des turbulences, certes, mais parfois passagères. Et puis il y a l'autre cause, plus profonde, plus insidieuse, la faille structurelle. Celle qui ne se répare pas avec une déclaration ministérielle. Et au cœur de cette faille, un mot unique, la confiance. Depuis que l'humanité a commencé à échanger des biens, bien avant que les banques ne soient inventées, bien avant même que la monnaie ne devienne un objet, tout reposait sur une base simple, croire en l'autre. Les Phéniciens, les Mayas, les Incas, les Pharaons, tous commerçaient sur un principe tacite « je te donne, tu me rends », parce qu'on se fait confiance. Sans elle, aucune économie ne tient debout. Le troc, l'achat, la vente, la création de richesses, tout s'écroule si la confiance disparaît. Mais au fond, faire confiance, ça veut dire quoi ? C'est simple, je te tends la main sans crainte. Je m'associe à toi sans penser au pire. Je n'ai ni soupçon, ni peur, ni envie de fuir. Au contraire, j'ai envie de construire avec toi, de miser sur notre avenir commun. Et quand cet instinct fondamental s'évapore, ce n'est plus une économie qu'on a devant soi, mais un décor vide. Et ce vide, aujourd'hui, c'est l'Algérie qui l'habite. Pourquoi on l'a déjà décortiqué dans une émission sortie fin octobre 2025, pile à la charnière du mois, comment la fuite des entrepreneurs a précipité le dinar vers l'abîme. Tout y était. On y décrivait noir sur blanc comment le harcèlement administratif, les blocages kafkaïens, la répression à coups de procès ou d'interdictions absurdes ont fini par étouffer tout un tissu économique.
À force d'écraser ceux qui créent de la richesse, on a tué la seule chose qui donne de la valeur à une monnaie, la demande. Car une devise, pour valoir quelque chose, il faut que des gens la veuillent, qu'ils investissent avec. Sans ça, elle s'effondre. Et c'est exactement ce qu'on voit. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines monnaies brillent pendant que d'autres s'écroulent comme un château de cartes. Pourquoi le dollar domine, pourquoi l'euro résiste, pourquoi la livre sterling tient bon. Ce n'est pas de la magie ni un complot de banquiers, c'est simplement parce que ces devises sont désirées, recherchées, convoitées. Les gens les utilisent, les entreprises les réclament, les investisseurs les achètent, et ça change tout. C'est là que réside la vraie force d'une monnaie dans sa capacité à susciter la demande. Pas besoin de diplôme d'Harvard pour comprendre ça. On va faire simple, sans jargon inutile, une devise qui inspire confiance attire les flux. Point final. Si je crois en l'économie américaine, je me tourne naturellement vers le dollar. Si je pense que la zone euro est fiable, je n'hésite pas à convertir mes économies en euros. La valeur d'une monnaie ne tient ni au discours ni aux promesses, mais à la confiance qu'on place dans le pays qui l'émet. Et cette confiance, elle se gagne ou elle se perd. Le dinar plonge et ce n'est pas un mystère. Il s'effondre car plus personne ne veut de lui. Pourquoi? Parce qu'il est irrémédiablement lié à un régime qui lui a perdu toute crédibilité, celui de Tebboune. Un système qui a réussi l'exploit de faire fuir à la fois les investisseurs et les consommateurs. Bravo! Vous voulez entreprendre. Oubliez, impossible d'importer quoi que ce soit. Il faut un visa pour chaque vis, une autorisation pour chaque boulon, une pile de papier pour chaque roulement. Vous allez à la banque. On vous répond poliment « Désolé, on a atteint notre quota. » Et sans matière première, vous allez produire quoi? Des usines imaginaires, des rêves en béton. Alors que font les Algériens qui ont un peu d'argent, ils le mettent dans l'immobilier. Mais acheter du béton ne crée pas de richesse. Ce qui donne de la valeur à une monnaie, ce n'est ni la spéculation ni les placements passifs, c'est la capacité à produire. Produire quoi? Des biens, des services, de l'économie réelle, pas du vide administratif. Non, ce n'est certainement pas la pierre qui va sauver l'économie. L'immobilier, ça rapporte, à condition d'avoir des touristes. Or, chez nous, qui donc vient bronzer à Alger ou faire du shopping à Annaba? Avec 10 dinars en poche, je peux attendre longtemps aucun touriste à l'horizon, donc aucune chance d'échanger ma monnaie contre des devises fraîches. Pourquoi? Parce que l'Algérie ne vend pas du rêve. Elle n'attire ni les curieux ni les investisseurs. Elle effraie, elle repousse. Trop d'opacité, trop d'instabilité, trop d'ennui, trop de tout. Et au final, même les Algériens de l'étranger regardent le pays avec distance comme on regarde une zone sismique. On l'aime, mais on évite d'y mettre les pieds. Et qu'on ne vienne pas me dire que c'est à cause de la corruption. Non! Car l'histoire nous l'a montré, on peut être gangrené et avancer quand même. Le Brésil corrompu jusqu'à la moelle, mais il décolle. L'Afrique du Sud, pareil. La Turquie, la Thaïlande et bien d'autres croulent sous les pots de vin, mais affichent pourtant des croissances impressionnantes et intègrent même les grands clubs économiques comme les BRICS. Donc, non, le problème, ce n'est pas la corruption, c'est l'incapacité à transformer ce désordre en dynamisme. Non, ce n'est pas la corruption, le cancer principal. Le vrai poison, c'est cette machine étatique qui broie toute initiative économique, qui asphyxie au lieu de stimuler. Tu veux lancer un projet, oublie. Importer des matériaux, mission impossible. Amener une marque étrangère, même pas en rêve. Faire une simple opération bancaire. Prépare ton dossier, ta patience et ta résignation. Tu veux retirer ton propre argent. Mauvaise idée? Acheter un bien immobilier en liquide illégal. Entreprendre, investir, respirer interdit, interdit, encore interdit. En Algérie, on n'encadre pas l'économie, on l'emprisonne. Et pendant ce temps-là, on nous sort des textes pleins de belles promesses, code de l'investissement, loi de finances, décret d'incitation. Sauf qu'en réalité, ces avantages ne vivent que sur le papier. Car si tu n'as pas la liberté de disposer de ton argent, alors toutes les incitations du monde ne valent rien. C'est comme offrir une voiture à quelqu'un, mais en lui interdisant de mettre de l'essence. On dit aux citoyens, surtout ne payez pas vos appartements en liquide. Très bien,
mais dès que tu franchis la porte d'une banque surprise, impossible d'avoir une carte internationale, les chéquiers sont un luxe, et les paiements mobiles. Autant parler d'un film de science-fiction. N'utilise plus de cash, disent-ils. OK, alors donne-moi une alternative. Une vraie, pas une promesse creuse. Où sont les terminaux de paiement, les applis sécurisés, les distributeurs dignes de ce nom dans les zones rurales? Rien, nada. Le numérique, un mirage. On interdit tout, mais on ne construit rien. On sermonne les gens, on légifère à tout va, mais sur le terrain, c'est toujours le vide sidéral. On veut moderniser sans moderniser. Résultat, on bloque sans proposer. C'est comme interdire de marcher dans un pays sans route. Chez nous, les banques, c'est simple, c'est un vieux club fermé réservé aux institutions d'État. Et les banques en ligne, alors, ah oui, elles sont autorisées sur le papier. Sauf qu'on les a attachées aux vieilles banques traditionnelles comme des enfants en laisse. Résultat, un progrès en trompe-l'œil. Le régime annonce des réformes, promet des ouvertures, parle de digitalisation. Mais à chaque fois, il ajoute une chaîne, une barrière, un garde derrière. Tout est encadré, verrouillé, fliqué. Ça donne quoi? Un système qui respire à peine. Et quand l'État passe son temps à tout surveiller, à tout bloquer, à tout restreindre, il finit par faire fuir ce qui fait tourner l'économie, la confiance. Parce que trop de contrôle, c'est l'étouffement. Et quand un pays étouffe ses entrepreneurs, ses investisseurs et ses citoyens, il finit par s'étouffer lui-même. Impossible d'avancer dans un pays où chaque initiative est perçue comme une menace. Tu veux importer bloqué, tu veux vendre suspect. Et si tu oses commercer avec 3 cagettes de légumes, tu risques plus que certains criminels jusqu'à 15 ans de prison. Pourquoi? Des tomates et des pommes de terre, on a atteint un niveau où même les maraîchers doivent engager des avocats. Et acheter un appartement en cash interdit. D'accord, mais si tu mets ton argent à la banque, on te demande d'où ça vient. Et toi, tu fais quoi? Tu hausses les épaules, parce qu'en Algérie, tout le monde a du liquide. Héritage flou, travail au noir, économie parallèle. Tu peux pas justifier ce que personne ne déclare. Plus de 40% du PIB repose sur l'économie souterraine. Et devinez quoi, 90% des transactions se font en cash. On nage en plein paradoxe. L'État interdit l'usage du liquide, mais ne fournit aucun outil pour s'en passer, pas de banque digitale digne de ce nom. Pas de carte de paiement fonctionnelle, même les distributeurs sont rares comme l'eau dans le désert. On te dit « ne fais pas ça », mais on te donne rien pour faire autrement. Et à la fin, c'est le citoyen qui trinque entre interdictions absurdes et solutions inexistantes. On pousse les entreprises à investir, mais on leur coupe les jambes dès qu'elles essaient de marcher. Monter une usine. Bonne chance si tu ne peux pas importer une seule pièce de machine ou un gramme de matière première. Le système exige des résultats, mais bloque tous les moyens d'y parvenir. Cherchez l'erreur. C'est l'un des nombreux paradoxes du modèle Tebboune. On exige la confiance, mais on ne donne rien pour la mériter. Résultat, elle s'évapore. Car l'investissement ne pousse pas sur un terrain miné d'interdictions et d'absurdités bureaucratiques. Il a besoin d'oxygène et là, il étouffe. Alors que font les gens? Ils se détournent du dinar. Pourquoi garder une monnaie qui fond comme neige au soleil quand on peut acheter quelque chose de stable? Résultat, les Algériens préfèrent miser sur les devises des pays qui rassurent. L'Union européenne, par exemple, justice indépendante, économie solide, environnement propice à l'investissement, propriété privée respectée. C'est simple là-bas, les règles sont claires et surtout, elles ne changent pas selon l'humeur du pouvoir. Du coup, l'euro devient un refuge, le dollar aussi. Parce que derrière ces monnaies, il y a des États stables où l'on n'étrangle pas les entrepreneurs mais où on les aide à respirer. Importer une voiture en Algérie, c'est devenu une épreuve olympique. Commander une robe sur Shein ou un câble USB sur AliExpress. Prépare-toi à franchir un parcours d'obstacles administratifs. Et si tu oses avoir une carte Paysera pour payer à l'étranger, attention, on pourrait bien te coller une étiquette de blanchisseur d'argent. La règle non dite, tout est permis, mais juste assez pour qu'on ne puisse rien faire. Même ce qui est autorisé l'est à dose homéopathique. Dépasse un certain montant, boum, tu passes dans l'illégalité. Et avec elles viennent les menottes, les procès, les peines de prison. Bienvenue dans un monde où consommer est un acte suspect. Et le commerce local, dans tout ça, il agonise.
Tu veux vendre un produit interdit. Tu veux fixer tes prix plafonnés. Et quand l'État fixe les prix sans tenir compte des coûts réels, ce sont les marges des commerçants qui fondent comme neige au soleil. Tu gagnes peu, tu vends à perte, mais on te dit « tiens bon ». Les salaires stagnent, le pouvoir d'achat s'érode et on continue à bloquer la consommation et à étouffer l'investissement. Pas besoin d'avoir fait HEC pour comprendre qu'une économie verrouillée n'avance pas. Ce n'est pas une équation de Nobel, c'est du bon sens. Quand il s'agit de se servir lui-même, l'État ne se prive pas à imprimer de l'argent, aucun problème. Augmenter les budgets des ministères de l'armée de la présidence. Ça passe crème. Les salaires des fonctionnaires revalorisés sans trop se poser de questions. Mais dès qu'il s'agit du secteur privé, de l'initiative individuelle ou de l'économie réelle, là tout change, restrictions à gogo, autorisation à n'en plus finir, surveillance permanente, paperasse, plafond, quotas. Bref, un labyrinthe kafkaïen. Et dans ce climat à deux vitesses, on voudrait que les gens aient confiance, que les entrepreneurs investissent, que l'économie redémarre. Ce n'est pas l'Algérie le problème, c'est le logiciel qui la pilote. Et il bug sévère. Interdire les crypto-monnaies, mais interdire aussi le cash, génial. Tu veux numériser, mais tu bloques les solutions numériques? Parfait. On nage en plein délire réglementaire. Depuis 5 ans, sous le régime Tebboune, toute personne qui veut simplement produire ou consommer doit apprendre à faire du slalom entre les interdictions. Un coup à droite, un coup à gauche et surtout ne pas tomber. Le mot d'ordre survivre, pas se développer, on te parle de crédit bancaire, encore une illusion. Oui, la banque peut te prêter, mais dès que tu veux investir avec importer une machine ou acheter de la matière première, on te dit non. Alors pourquoi t'avoir prêté juste pour cocher une case dans un rapport? Le crédit dans ces conditions, c'est une mauvaise blague. La monnaie nationale se noie en direct et pourtant, on nous assure que les finances publiques flottent au calme. Selon certains experts, mais ce n'est qu'un détail. C'est une histoire de particuliers de type qui vendent des voitures, pas de quoi affoler l'économie. Sérieusement. Mais bien sûr qu'elle ait touché l'économie et profondément. Quand les Algériens vivant à l'étranger doivent passer par le marché noir pour convertir leurs devises, l'État ne voit pas un seul centime de taxe. Tout ça échappe au fisc, glisse dans les poches parallèles. Résultat, des milliards qui s'évaporent hors radar. Prenons un exemple concret, le commerçant. Pour importer ses produits, il ne passe plus par les circuits officiels, il passe par le KB, par des combines, par ses propres valises. Il achète ses devises au square, au taux parallèle bien plus élevé. Et ensuite, il répercute ce coût sur ses prix. C'est mathématique, résultat électroménager, fringues, médicaments, tout flambe. Et qui trinque? Le consommateur. Parce qu'à force de fixer des taux officiels absurdes, de bloquer l'importation formelle, on crée un système où tout coûte trop cher, pour une population qui gagne trop peu. Quand la TVA s'effondre, inutile de jouer aux aveugles, les caisses de l'État plongent avec elle. On peut tourner la phrase comme on veut, mais au bout d'un moment, il faut regarder la réalité en face. Arrêtons les contes de fées. Oui, le trésor public est touché, et salement. L'économie fonctionne comme une toile d'araignée tire un fil et tout le reste vibre. La logique est implacable, si la monnaie se casse la figure, le pouvoir d'achat se volatilise. Moins de pouvoir d'achat, c'est moins de consommation. Moins de consommation, c'est moins de TVA. Et moins de TVA, c'est moins d'impôts pour l'État, moins de bénéfices pour les entreprises, moins de recettes sur le revenu, moins de recettes sur les sociétés. Tout descend en cascade. Et ce n'est pas qu'une théorie, les exemples, on en a à l'appel. Quand les Algériens voient le dinar fondre, ils serrent le portefeuille, ils n'achètent plus, ils n'investissent plus. Les promoteurs immobiliers restent coincés avec leurs logements invendus. Pas de vente, pas de taxes, pas de revenus pour le fisc. C'est un domino économique et chaque pièce qui tombe entraîne la suivante. Voilà l'impact réel. Tout ça, toute cette débâcle, toute cette lente agonie, a une seule racine, la perte de confiance. Et tant qu'on ne réparera pas ce lien brisé entre l'État et ses citoyens, rien ne tiendra debout. Et pourtant, la solution n'a rien d'un miracle. Elle est là sous nos yeux. Il suffit d'un mot, liberté. Liberté de créer, liberté d'investir, liberté de consommer, de commercer, d'importer, d'exporter, de faire tourner la machine économique sans avoir à demander pardon à chaque étape.
Il faut ouvrir les fenêtres d'un pays étouffé, laisser entrer l'ère de la modernité et cesser de traiter l'économie comme un champ de mines. Car c'est dans cet espace libéré que renaîtra la confiance. Et avec elle viendront les emplois, les salaires dignes, les recettes fiscales, la stabilisation du dinar. Mais rien de tout ça ne sera possible tant qu'on aura aux commandes des chefs incapables de penser autrement que par l'intimidation. Des dirigeants sourds, brutaux, qui croient qu'on gouverne une économie avec des menaces, des lois répressives et des coups de matraque. Spoiler, l'économie ne se soumet pas. Elle se nourrit de confiance, et sans elle, c'est l'écroulement. En politique, quand quelqu'un dérange, on le réduit au silence. On l'enferme, on l'efface, et voilà plus d'opposition, plus de débats. Problème réglé. Mais l'économie, ce n'est pas un militant. Ce n'est pas une voix dissidente qu'on peut bâillonner ou balancer en cellule. On ne jette pas en prison l'inflation, on ne torture pas la récession, on n'interroge pas un taux de change à minuit au commissariat. Non. L'économie, elle te résiste. Et quand tu l'écrases par la force, elle se venge. Froidement, brutalement, systématiquement. Aujourd'hui, l'Algérie paie le prix fort d'une gestion autoritaire de son économie. Une gouvernance fondée sur la peur, le contrôle et la punition. Et qu'est-ce qu'on récolte? Une monnaie en chute libre. Et demain, une économie à genoux. Parce qu'on ne dirige pas un marché comme on dirige une prison. On dirige une prison.